Hello tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Papote et Popote. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui le temps est assez chaud, ça fait plaisir. Je vais retrouver mon invitée. C'est une invitée un peu spéciale parce que c'est la gérante d'un salon de thé restaurant que j'aime beaucoup, donc c'est une adresse que j'ai déjà testée. On avait sympathisé, elle avait bien aimé mon compte Instagram et donc je lui ai proposé d'être mon invitée, elle a gentiment accepté, donc je la remercie infiniment. Elle s'appelle Sophie, son salon de thé c'est le Goût du Sablé et on va tout de suite la retrouver. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous partager un message de prévention. Sur ma chaîne, absolument tout le monde est le bienvenu. Je réalise des interviews d'invités qui me parlent de leur rapport à l'alimentation. Il s'agit donc de témoignages, bruts et authentiques, du vécu d'une personne à un instant T avec son alimentation. Il se peut donc que certains propos soient déclencheurs pour vous. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Et donc, me voilà devant le Goût du Sablé. On va retrouver Sophie qui propose une cuisine vraiment très variée avec pas mal de choses végétariennes. Et c'est aussi une spécialiste des desserts, des gâteaux, des sablés et des pâtisseries. Je vais tout de suite la retrouver. Merci Sophie de m'accueillir dans ton petit restaurant salon de thé. Ça me fait très plaisir de voir les coulisses parce que c'est vrai que je suis jamais rentrée jusque là. Bah voilà. Alors est-ce que tu veux te présenter? Oui, bien sûr. Alors je m'appelle Sophie, j'ai 55 ans maintenant. J'ai jamais travaillé en restauration avant cette expérience-là. J'étais du tout dans le financement de la formation professionnelle. Donc je m'occupais de gestion administrative et d'optimisation financière de budget formation pour les entreprises. Et à l'issue d'un plan social, en fait, j'ai fait une reconversion totale qui a été vraiment très facilitée parce que j'ai eu un plan génial. J'ai pu du coup faire plein de formations, passer mon CAP de pâtisserie. J'ai pu faire beaucoup de formations en cuisine. J'ai pu faire des formations à la création d'entreprise. J'ai pu investir dans le local, accessoirement aussi. C'était un peu un rêve parce que j'imaginais que c'était une petite vie tranquille où on faisait à manger, etc. Et j'aimais faire des gâteaux. C'était quelque chose qui me plaisait toujours. Donc j'ai fait ce qu'on appelle de la restauration commerciale, c'est-à-dire qu'on a une activité de restaurant où on reçoit des gens. C'est pas la restauration collective où là c'est un autre monde et c'est pas le même plaisir. Donc ça fait maintenant presque, j'ai ouvert en 2018, donc ça va faire presque 5 ans. Ah ouais, ça fait 4 ans et demi. Et bon, dont quelques années marquées par le Covid, donc bon, c'était un petit peu différent. Ça me plaît toujours. Vraiment, c'est un métier qui est très agréable, très prenant, très fatigant, très exigeant à plein de points de vue, mais je suis contente d'y aller chaque matin. Quel est le menu du jour? Alors le menu du jour, aujourd'hui j'avais fait une chakchouka. Ouais. Avec de l'ail confit, des pois chiches et des aubergines. Et j'avais fait aussi une tarte avec du guanciale. Et le guanciale, c'est une sorte de lardon italien. Oui, c'est ce qu'on met dans les carbonara. C'est exactement, c'est ça. Après, il y avait du tzatziki. Et là, en semaine, je propose aussi de la tartine de truite fumée. Parce que je garde toujours une offre. Enfin, là, aujourd'hui, la tarte, il y a des lardons. Mais en général, les tartes, elles sont végétariennes. Et j'essaie de toujours garder quelque chose pour les gens qui veulent manger quand même des protéines animales. Oui, c'est beaucoup végétarien ici. C'est végétarien. Et malgré tout, je fais quand même une fois par semaine de la viande. Pourquoi mettre du guanciale dans la tarte? Parce qu'en fait, je voulais partir sur l'idée d'une tarte d'une quiche lorraine. Et comme ça faisait longtemps que je voulais cuisiner du guanciale et que j'en ai trouvé et que c'était, je me suis dit, je saisis l'occasion. En fait, c'est ma cuisine, c'est aussi en fonction de ce que je vois. Inventée. On va dire que c'est inspiré de quoi, disons. C'est pas, je peux pas dire que j'invente parce que franchement, il y a tellement de choses en cuisine qui existent que mais c'est revisité. Oui, voilà, c'est ça. Et du coup, il y a des artichauts aussi avec. Il y a des artichauts. En fait, c'est ça aussi qui m'a attirée. Au départ, je me suis dit une simple quiche lorraine, ça se fait avec des lardons, quoi. Il n'y a pas besoin de mettre du guanciale dedans. Alors que justement, si on veut donner un petit côté un peu printanier, un peu d'artichaut, c'est pas mal. Voilà. Oui. Toi, tu vas manger quoi? Et ben moi, je vais me faire une petite assiette de chakchouka. Ah bah voilà. Parce que ça, voilà. Mais si, du coup, si tu es d'accord, je pourrais éventuellement goûter. Ah ouais, bien sûr. Alors là, sans problème. Je loupe la chakchouka. En fait, tu loupes parce que moi, c'est le plat de mon enfance, le plat de ma grand-mère, le plat qu'on faisait pas du tout comme ça. Maintenant, la mode, c'est vraiment de faire avec des oignons et des œufs, alors que moi, quand j'étais petite, c'était juste tomates et poivrons et de l'ail, et pas du tout de... Et on la mangeait froide ou chaude,
pas d'herbes. Et maintenant, c'est vraiment la mode de le faire avec des herbes, beaucoup d'épices. Moi, c'est pareil, il n'y avait pas d'épices chez ma grand-mère. Donc, c'est un peu différent. C'est la salade cuite de mon enfance qui est devenue une chakchouka de maintenant. Mais c'est très bon aussi, hein, comme ça. Je fais une entorse à la recette de ma grand-mère et je ne m'en plains pas. Et donc, souvent, tu manges le même menu que ce que tu proposes aux clients? Alors, nous, souvent, ce qu'on mange avec Magali, parce qu'on travaille toutes les deux et on mange en général ensemble, une version archi réduite, genre petite salade ou 2-3 herbes, parce qu'on est, on est fatigué et qu'on sait que si on fait un gros repas, on va être fatigué après. Donc là, si tu veux, c'est un peu le... C'est pas comme d'habitude exactement. Non, c'est pas exactement. Donc là, je fais un petit, parce que ça, c'est mon petit plat fétiche. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour faire à manger à Magali. Alors, je vais demander qu'est-ce que tu veux manger. Elle va me dire, oh, ce qui t'arrange. Elle est pas embêtante comme collègue. Non, elle est pas embêtante comme collègue du tout, du tout. Magali, qu'est-ce que tu veux manger? On peut couper. Je me débrouillerai. Et habituellement, tu déjeunes ici ou derrière? Là, ici. Ah, devant les clients. Oui, on mange toutes les deux, là, on se met là. C'est bien. Et des fois, on est vraiment tellement à la bourre que je mange dans la cuisine, en fait, comme ça. Grignoter. Voilà, on grignote, quoi. Il vient d'où alors? Parce que du coup, je peux savoir d'où vient le pain. Et oui, il vient de chez les commères. Très bon. On sent bien le guanciale. Ouais, hein. Prends des herbes aussi. Voilà, juste que c'est un tout petit peu, voilà, pas trop pour pas que ça aille le goût des herbes. On sent la menthe. Bah c'est ça, voilà, là, il y en a peut-être trop, t'as peut-être bon, ça va? Parce que l'idée, c'est que tu sentes un peu tout, quoi. Tu sentes le poivron, la menthe, Là, il y a plein d'épices là-dedans, ça se rend pas. Il y a du cumin, il y a du paprika, il y a de l'ail. Mais là, j'ai fait minimaliste pour moi. Mais quand je la sers, je rajoute de l'ail confit, tu mets un œuf. Et je mets un œuf. Tu mets du pain à côté? Ouais. Mais des fois, je fais du pain. C'est plus avec du pain. Non, là, aujourd'hui, c'était pain comme ça. D'habitude, des fois, je fais du pain rôti. Donc, je bourre d'huile et je le fais cuire au four. C'est très bon aussi. Bon, et la quiche, elle est très, très originale. Ça change de la quiche lorraine. Alors que tu vois, à la base, c'était parti de cette idée-là, quoi. Alors, Sophie, comment tu te définirais en tant que mangeuse actuellement? Alors moi, j'aime manger. J'aime vraiment tout ce qui concerne la nourriture. Par exemple, mes souvenirs de voyage, j'ai surtout des souvenirs culinaires plus qu'autre chose. C'est mes premiers souvenirs, en fait. Je revenais de n'importe où et je racontais tout ce que j'avais mangé. Et je m'en rendais pas compte. Enfin, c'était comme ça. Pour moi, c'était la manière de raconter. Ah oui, oui, depuis tout le temps. Et un jour, j'ai une de mes sœurs qui m'a dit, mais toi, en fait, quand tu pars en voyage, tu pars pas en voyage. Tu pars juste manger des trucs différents, quoi. Donc je suis une mangeuse ouais, assez passionnée. Et ta sœur, du coup, est pas comme ça? Non, pas du tout. C'est marrant parce que vous avez eu les mêmes parents, enfin, la même éducation? On n'a pas vraiment eu la même éducation. Moi, j'étais la dernière, elle était la première. Donc je pense qu'elle a une éducation plus rigoureuse, plus rigide, on va dire peut-être moins dans le plaisir que moi, où j'étais la dernière, donc j'étais un peu le chouchou, le bébé de la famille. Enfin, c'est pas avec beaucoup d'écart? Ah oui. On a 12 ans d'écart. Hein. Donc c'est une autre génération, quoi. On n'est pas proche, on est proche de cœur, mais on n'est pas proche en âge, quoi. Après, moi, j'ai été une mangeuse complexée pendant pas toute ma vie, parce qu'au début, pas du tout. À partir de l'adolescence, je crois que ça a commencé à devenir vraiment un problème. C'est ce qui était une activité pour moi qui n'avait pas de conséquences, qui était une activité normale. C'est devenu un problème. Et là, c'est devenu un problème dans le combien, le quoi, Mais pourquoi? Quand j'étais petite et jusqu'à, je dirais, mes 10-11 ans, j'avais des périodes où je mangeais beaucoup, des périodes où je mangeais très peu. Et c'était ma balance naturelle, quoi. J'avais absolument aucun contrôle là-dessus. Je mangeais comme je voulais. Mais il y avait des moments, enfin, t'avais une lubie sur un truc, puis après ça se calmait. Ouais, enfin voilà, des moments j'avais très envie de... Ouais, j'ai toujours eu des aliments comme ça en tête. C'était comme un flux, si tu veux. Il y a un flux, ça vient, ça part, ça se focalise sur un truc, sur autre chose, sur rien, sur beaucoup. Les quantités, tu vois, elles peuvent varier. Tu peux avoir une passion pour quelque chose et puis avoir sur les quantités, tu peux avoir... t'arrêter quand un tout petit peu, avoir envie d'un tout petit peu, et puis des fois t'as envie de beaucoup. Et c'était pas un sujet, si tu veux. Et à l'adolescence, j'ai pris du poids. Enfin, disons que le regard de ma mère ou de mes parents a vu que je prenais du poids. Moi, je sais pas trop si à l'époque j'en avais conscience ou si... mais en tout cas, pour elle, c'était un sujet. Donc, elle m'a emmenée voir un médecin qui m'a martyrisée, mais vraiment martyrisée en une séance. Hein. Elle m'a pas poursuivie, si tu veux, mais ça a été la séance de la mort de ma vie, quoi. Ça a été un truc... je crois que j'en voudrais dans les années 80 à peu près. C'était... Écoute, je suis née en 68, donc j'avais, mettons, genre 12 ans. Ça fait quoi? Ça fait 80, exactement, ça fait plus le 80. À partir de ce moment-là, elle m'a mise au régime. Un régime, mais de folie. Des années 80, quoi. Ouais, c'est ça. Genre une biscotte le matin, je me rappelle encore. Hein, une biscotte le matin, du thé avec un édulcorant. Je sais même pas si j'ai le droit à du beurre. À midi,
midi, de la salade et une viande. Enfin, le truc, ça cadrait pas du tout avec mon... Je vois bien maintenant, quoi. Ça cadre pas du tout avec ma psychologie, mon mode de fonctionnement. C'était peut-être pas comme ça que vous mangiez dans la famille. C'était pas comme ça en plus. Et si tu veux, le fait de se retrouver tout d'un coup à dire, bah voilà, je vais manger ça, et puis de voir ça écrit et de me dire il y avait des interdits, des quantités à respecter, ça a été vraiment un traumatisme. À 12 ans Entre 10 et 12 ans. Je ne saurais pas dater exactement, c'est dans ces eaux-là. En tout cas, c'était un âge où ça m'a vraiment mortifiée. Voilà, le mot exact, c'est mortifié. C'est comme si j'avais été clouée sur place et que on avait planté quelque chose dans mon cœur. En plus, moi, c'était vital, quoi. Le rapport que j'avais à la nourriture, c'est un rapport de plaisir, de découverte, de fascination, d'envie, de rêve. Enfin, tu faisais la cuisine déjà petite? Petite. Je sais que assez tôt, j'ai fait la cuisine pour mes copains. Je faisais les gâteaux d'anniversaire, toujours disons de la créativité plus que du talent à l'époque. Mais et là, c'est devenu tout d'un coup un problème et mon corps est devenu un problème et je me suis mise à me scruter le ventre, les cuisses, le machin, enfin toutes les zones des filles, voilà, qui créent des complexes. Ça a été le début de quelque chose qui n'a pas été agréable à vivre, quoi. Franchement, le régime, il a marché? Je sais même pas. Je peux même pas te dire si ça a marché parce que je sais même pas si j'ai réussi à le tenir. Après, je crois qu'un jour j'ai dû craquer ou j'ai dû dire que j'en peux plus. Donc j'ai revu un autre médecin. C'était une endocrinologue cette fois-ci. C'était un régime un peu plus souple. Et donc là, je crois que j'avais droit à un peu plus de sucre, de confiture, je sais pas quoi. Mais c'était quand même très... attention, il faut se limiter en ça et tout. Et toute ma vie, ça a été courir après un poids, un regard, enfin une silhouette. Et moi, j'ai fait yo-yo, énormément, quoi. Donc ça marchait quand même, ça peut super bien. Voilà. Tu reprenais. Ah oui, totalement, quoi. Dès que je faisais plus attention, en fait, je revenais à un poids qui était un peu plus. C'était toujours encadré par les médecins ou Non, à la fin, plus du tout, quoi. Non. Tu faisais dans ton coin. Moi, j'ai jamais aimé ça, quoi, le régime. C'est pas quelque chose. J'aime ça. C'est facile. Enfin, voilà. Oui, non, mais il y a des gens qui arrivent à se discipliner, moi. Alors si j'y arrive, pourquoi pas vous? Je peux me discipliner pour plein de choses, je sais pas, mais pas pour ça. Je pense pas que ce soit de la discipline. Par exemple, mon mari, lui, il a décidé d'arrêter de manger du pain. Il a arrêté de manger du pain et ça lui pose pas plus de problèmes que ça. Moi, il aime pas vraiment ça? Si, il adorait ça. Moi, mon fils est devenu végétarien, il mange plus de viande, il adorait la viande. Je sais pas si je serais capable. Pour pas manger de pain, voilà, c'est parce que je pense que comme il est sédentaire, il s'est dit que ça le ferait grossir et qu'il voulait, c'était une manière de maintenir un poids. Depuis, alors ça va faire 1 ou 2 ans maintenant, je crois. C'est récent. Trop récent. Les chemins d'une vie pour dire. Bon, alors on verra sur la durée, mais il y a un truc que j'ai fait, avec application et avec détermination et rigueur, c'était le régime Weight Watchers. Le fameux, voilà. Celui où il est toxique. Moi, c'est à petit feu. Voilà, et j'ai pas fait la phase de stabilisation. Je me suis toujours dit, oh là là, si j'avais fait, je serais restée, machin. Et maintenant, je fais plus du tout de régime, de rien du tout, et je veux même plus entendre parler, quoi. C'est-à-dire que ça me prive de la chose que j'aime énormément de choses sur Terre, mais ça me prive d'une des choses que j'aime énormément et qui m'apporte mon équilibre. C'est tout, pour moi la nourriture, c'est du réconfort, c'est de l'alimentation, c'est de l'équilibre physique, c'est des reconnexions avec des choses du passé ou pas que du passé d'ailleurs. Ouais, ça, de la découverte. Enfin, c'est aussi de la créativité. Exactement. Donc je peux pas me dire que je vais bannir un aliment ou bannir telle sorte de truc. Et ma nature, elle est fondamentalement de pas diaboliser ni déifier quoi que ce soit. Un petit aparté, la pâte brisée là, c'est fait maison. Ah oui. Ça se sent. C'est une farine spéciale, non? C'est une farine bio, non? C'est une farine 65. C'est-à-dire qu'elle est un petit peu plus brune que les farines blanches qu'on fait. Je trouve qu'elle est à peine sympa. Ouais. Et franchement, ça change. Parce que les quiches, c'est un truc que je prends rarement quand je vais dans des restos. Parce que je sais pas, c'est rarement à la carte en fait. Enfin, peut-être dans les petits salons de thé. C'est souvent, c'est un truc de salon de thé. Et c'est vrai que quand je viens ici, souvent on prend un truc sucré, on vient plus pour le café ou le thé ou le goûter. Et c'est vrai que ça vaut le coup de changer. C'est qu'une bonne pâte brisée, c'est bon, quoi. Une pâte brisée du commerce, ça n'a pas trop d'intérêt. C'est pas, ça dépanne. Un soir, on fait une quiche, il n'y a pas non plus c'est pas dramatique non plus si on fait une quiche comme ça, quoi. Je veux dire, c'est pas, je diabolise pas ça non plus, quoi. Et rares sont les gens qui la font eux-mêmes. Moi, je me dis, quand tu fais un resto, quand même, c'est un peu le minimum, quoi. Tu vois, ce serait un peu bizarre de. Après, je peux comprendre, il y a des fois où le temps manque, quoi. Donc moi, j'ai préféré diminuer un peu la carte de la semaine, parce que j'ai une fréquentation trop irrégulière pour avoir une carte très, détendue. Donc je me dis, je concentre. Au moins ça, je sais que je le fais, c'est maîtrisé. Mais il y a quand même beaucoup de choix, je trouve. Il y a au moins 4 plats. Voilà, il y a 4.
Moi, je trouve ça pas mal. Hein. Ouais, voilà. Un jour, je me suis retrouvée, il y avait 10 personnes en salle et je faisais 7 trucs différents. Parce qu'en plus, j'adaptais pour les gens qui mangent pas de ceci, cela. Donc... Ah oui, oui. Et je me suis dit à un moment donné, mais ça a pas de sens. Et j'étais en train de courir partout. J'étais tendue comme pas possible. Et je me suis dit, c'est débile. Je suis là pour faire à manger, pour que les gens passent un moment. Et moi, je passe un moment d'enfer. Parce que j'essaye de faire soi-disant plaisir. Mais en fait, je laisse juste les gens tellement libres que du coup, ils demandent n'importe quoi. Et je dis oui sans mettre de limite. Et j'ai trouvé ça débile, quoi. J'ai dit non, je resserre. Je suis sûre qu'avec moins de plats, ils seront aussi contents. Et je confirme que d'avoir diminué comme ça. 4 plats, c'est amplement suffisant. Ouais, pour un lieu comme ici, et vu la fréquentation, oui, je pense que ça suffit. Pour les gens comme moi qui hésitent toujours entre 3000 trucs, c'est plus facile. Voilà. Il y a moins de choix. On peut encore hésiter. Mais là, avec les artichauts, plus le guanciale, c'est quand même assez fort. Oui, mais justement, l'artichaut, ça adoucit un petit peu, je trouve. Et ça rend un peu de fraîcheur parce que c'est très gras. Le guanciale, c'est quand même bien gras, quoi. Et du coup, l'idée, c'était aussi d'avoir un truc un peu plus, vraiment légumes, quoi, pour avoir un... Je sais pas, il y a du fromage dedans? Là, j'ai même pas mis de fromage. J'ai juste mis, ce que je mets souvent, du massis. Dans les quiches, moi, je mets du massis. C'est un peu comme de la muscade. Ouais, c'est ça, c'est un peu comme de la muscade. Mais ça a un goût un peu plus profond que la muscade, je trouve. Et ce que j'ai mis, c'est que j'ai mis un peu de basilic. Donc, du coup, les deux, ça fait un truc un peu qui tranche. Je trouve que c'est presque graphique. En fait, moi, la nourriture, ça me fait des impressions sur d'autres plans, même que la simple nourriture. Tu vois. Ça me provoque des visions, ça peut me provoquer aussi des impressions, peut-être pas de son, mais comme la profondeur de champ, tu vois. Il y a quelque chose, des fois, on peut parler sur la nourriture, quoi, vraiment. Et bon, d'ailleurs, il y a plein de gens qui parlent sur la nourriture très bien, d'ailleurs. Mais t'as pas l'impression que le fait d'avoir vécu beaucoup d'années dans les régimes et les restrictions, t'as développé une plus grande focalisation sur cette passion. Ta passion s'est amplifiée. Alors c'est possible, mais je pense que j'aurais aimé ça avant. Voilà, la sortie de restriction, elle s'est passée pendant ici en fait, parce que moi je suis rentrée en 2018, donc t'étais encore dans les régimes. Ah, je pense, pas dans les régimes, mais dans le. Je fais attention. Dans le contrôle, j'avais essayé le jeûne intermittent. Je me dis, j'ai essayé ça 2 semaines. Hein, ça va plus de. Là, du coup, tu sautais le matin ou le soir? Je sautais le soir. Voilà. Je sautais le soir parce que étant dans la restauration, t'as pas le temps de manger le midi. Ouais, alors c'est ça, voilà. Non, mais ça a pas duré très longtemps, quoi. Franchement, alors je mangeais tôt, en fait, je mangeais à 5 heures. Mais naturellement, c'est vrai que moi, manger le soir, ça a jamais été un truc. Je sens pas que c'est un truc qui est très bon pour moi, quoi, tu vois. J'ai pas l'impression que ce soit quelque chose qui me corresponde bien physiquement. Là, maintenant, je le fais parce que c'est le plus pratique maintenant, mais c'est vrai que pour moi, idéalement, manger à 5-6 heures du soir, c'est idéal. Et avoir un petit truc, peut-être à la limite, quand je vais avant de me coucher, ça dépend à quelle heure je me couche, mais c'est, en fait, je vais te lancer les fleurs, mais c'est grâce à tes comptes que tout d'un coup, je me suis dit, mais un autre discours, une autre vision. Mais oui, non, mais vraiment, au plus, hein, c'est pas une blague. Hein. La première fois ici, ça devait être en 2019. C'est possible. T'es venue comme cliente et tout, puis un jour, je sais pas comment on est arrivé à parler où j'ai découvert ton compte. J'ai entendu des mots que j'avais jamais entendus sur... C'est marrant parce que je suis venue ici aussi au départ, dans le cadre de ma guérison. Voilà, c'est rigolo. Donc en fait, on s'est mutuellement... aidé. Ouais. J'ai lu des mots que j'avais jamais lus sur le lâcher prise, mais un lâcher prise profond, quoi. Moi, je suis d'une famille qui est assez grossophobe un peu, quoi. C'est-à-dire que la minceur, c'est quand même le critère de base de la beauté. Et de la santé. Et de la santé aussi un petit peu. Pas mince égale moche. Il y a quelque chose qui va pas, quoi. Vous êtes plutôt fait pour être mince ou... En fait, c'est marrant parce qu'on était 4 filles à la base. Il y en a 2 qui sont minces naturellement et 2 autres, ma grande sœur et moi, qui sommes plutôt plus rondes naturellement, on va dire. Et je me souviens d'une fois de mes sœurs qui a dit oh là, on n'a pas de chance, toutes les 2, on est gros, enfin genre, je me suis dit on est grosses ou quoi, on est mal foutus. Je sais pas quel mot a été dit, mais en tout cas on n'avait pas de chance. Et les autres 2 sœurs avaient de la chance qu'elles étaient minces naturellement. Et ça a toujours été quelque chose qui a été comme une sorte de, fatalité, de choses qu'on projette sur toi et tu te dis bah voilà, c'est ça la vie et c'est ça ce que je vis. Jusqu'au jour où je me suis dit non, je me détache de ça. Alors c'est pas évident parce que c'est comme un coming out en fait un peu. Moi j'ai pas vraiment fait mon coming out. Disons que dans ma vie j'arrive à être à faire ce que je veux, etc. Mais par contre s'il faut publiquement l'affirmer, je suis pas super courageuse, quoi. Donc je vais être un peu soit louvoyer, soit être du côté dire que tu fais attention. Voilà, je vais pouvoir dire ça histoire de pas avoir de
remarque parce que je pense que ça me ferait encore du mal, quoi. Je me disais, mais regarde, t'es quand même un peu grosse en ce moment et tout. T'aimerais pas être plus mince? Quand même, franchement, quand t'étais plus mince, t'étais quand même vachement plus belle et tout. Je sais que si j'entends des choses comme ça, et je pense que ça manquerait pas d'arriver, voilà, ça me ferait de la peine et j'aurais pas la force de tenir et de me dire, non, non. Et suite à ce lâcher prise, t'as pris beaucoup de poids? Ou tu sais pas, t'as arrêté de te Je sais pas, je me pèse pas. Oui, non, t'as vraiment voilà, appliqué quoi, mes conseils à la non, oui, ça, voilà, je me pèse pas. Mais je vois par rapport aux vêtements, il y a aussi le travail de pâtisserie, c'est un travail qui fait travailler les épaules. J'ai un peu une carrure qui s'est un peu développée. Donc il y a plein de vêtements que je peux plus mettre parce que justement là c'est presque au niveau des épaules, quoi, des fois que ça tire. Mais je pense que j'ai pris un peu, oui, je pense que j'ai pris du. Je peux pas dire que je sois totalement satisfaite de ce que ça provoque, de ce que ça, de l'image que j'ai moi-même. Hein, c'est pas un bonheur, quoi. Je me dis pas, oh, je suis en balance, t'as mais quand même gagné en liberté dans ta tête. C'est voilà, j'ai gagné en liberté dans ma tête. Je peux pas faire la promotion en disant c'est génial, etc. Non, parce que c'est mitigé, disons. Il y a encore une partie de moi qui se dit, oh, quand même, allez, un petit kilo en moins, 2-3, quand même, ce serait pas mal. Là, ce manteau, quand même, je l'aimais bien. Là, je peux plus le mettre. Et des fois, je me dis, non, allez, des fois, je suis plus radicale. Oui, dans ta tête, c'est un peu ambivalent. Exactement. Mais tu es quand même convaincue du bien fondé de... Alors, je suis convaincue. Ouais, alors, je suis convaincue. Tu pourrais en faire la promotion. Même si dans ta tête, il y a quand même une dissonance. Bah, il y a quand même, tu vois, il y a des choses où je me pose des questions sur la santé, tu vois, les taux de cholestérol, de machin, etc. Où là, je dis, je suis pas en train de jouer avec le feu. Je pense qu'il y a quand même rien n'est sans limite, quoi. La génération spontanée de la santé, ben, ça existe pas plus non plus que si tu laisses quelque chose aller, il y a des gens qui tombent malades, pas que par le poids, quoi. Donc pourquoi est-ce que enfin, tu vois, je veux dire, le poids peut aussi provoquer alors le poids ou plein de facteurs, mais je pense que trop de cholestérol, ben, c'est peut-être pas non plus super bon pour la santé, ou trop de sucre, je sais pas quoi. Moi, mon père était diabétique, donc je sais qu'il y a j'ai des espèces d'alerteurs où je me dis, bon, il n'y a pas qu'un jour, quand même, Oui, mais est-ce que vraiment en contrôle? Et puis, je pense qu'ils n'ont pas tous égaux non plus. Je pense aussi. Devant le cholestérol, le sucre et le poids. Il y a une part génétique importante. Mais c'est triste parce que plus je fais ces interviews, plus je vois des gens, plus en fait je me rends compte qu'il y a une cassure qui se crée à un moment dans l'enfance. C'est fou, hein, ouais. Souvent liée aux parents qui voulant bien faire. Bien sûr. Ouais, on aime voir un médecin qui, voilà, selon les époques, dans les années 80, il n'y avait pas de discours trop, les enfants, ils étaient mis au régime. C'est souvent comme ça que ça commence. C'est fou, hein. Parce que j'ai rarement rencontré des gens qui se sont mis là-dedans à l'âge adulte. Je pense que ça doit exister, notamment chez les femmes, quand on est enceinte et tout ça. Moi, en tout cas, je suis d'une génération où c'était un sujet. Les magazines féminins, ils parlaient que de perdre des 5 kilos avant les fêtes, perdre des 5 kilos avant l'été, etc. C'était que ça. Et moi, on lisait des magazines féminins chez moi. On lisait Marie-Claire et elle. Oui. Et je peux te dire qu'il y avait tous les régimes, le nouveau truc. Je peux pas adhérer totalement à quelque chose qui va à l'encontre de ce que je suis, ce que j'aime, quoi. Mais comme moi, je suis pas quelqu'un de restrictif par nature, c'est très difficile, c'est d'autant plus difficile, quoi. Mais je pense que personne. Enfin, j'ai jamais vraiment bien fait non plus, quoi. C'est-à-dire que moi, je crois que les régimes, j'ai jamais vraiment fait de façon archi rigoureuse et assidue, voilà. Il y a ce mythe de non, mais moi, je suis gourmande. Mais je pense que c'est faux, en fait. N'importe qui, on lui prive. Il n'y a pas que lui enlever le plaisir, il y a lui enlever aussi des calories vitales. C'est vrai aussi. Ouais. Et enlever des calories vitales chez n'importe qui, il y a un réflexe de survie, quoi. C'est amplifié par la restriction cognitive. Le fait de se dire qu'on n'aurait pas dû, que si, que ça. Toutes les espèces de calculs avec soi-même. Alors si je mange ça et machin, et tant pis, et je mange. Enfin, la boue devient un sujet, mais qui n'est pas un sujet agréable, comme ça l'est maintenant pour moi. Mais pendant longtemps, ça a été un sujet d'obsession morbide, en fait, un peu, quoi, si tu veux. C'était se battre avec quelque chose qui était conflictuel à l'intérieur, en fait. Et c'était horrible. Moi, j'ai détesté. Franchement, je ne revivrais pas ça. Hein. Et tu t'en es sortie vraiment toute seule, juste en regardant mon compte Instagram? Ou t'as été consultée Non, j'ai pas été consultée. Non, j'avais tellement pas envie de réentendre. Je voulais plus entendre de discours normatifs d'aucune sorte. Et j'avoue que j'ai pas imaginé que quelqu'un pouvait me dire quelque chose d'aidant à ce sujet-là, quoi. Mais du coup, toute seule. Donc je sais pas si je m'en suis sortie. Hein. Je pense que je vois les choses différemment. J'ai un peu deux yeux maintenant. Quoi. Avant j'avais un œil et puis j'avais mon comportement, puis une espèce d'œil de juge qui disait oh là c'est pas bien ce que tu fais. J'ai un autre œil qui me dit attends non ça se déconstruit. Non, voilà dans quel c'est un sacré parcours. Quoi. Ici tu avais des considérations éthiques parce que ici tu fais beaucoup de choses végétariennes. Ouais. Est-ce que c'est parce que toi-même t'es végétarienne? Non alors pas du tout. J'adore certaines viandes. Enfin, je mange pas de bébé. Alors, voilà, ça c'est un truc que j'ai du mal. Je peux pas. De bébé, je peux pas manger du veau. Voilà, du veau et de l'agneau. Pourquoi c'est psychologique? Ah ouais, parce que je peux pas imaginer. J'associe le veau et l'agneau à des bébés et je me dis.
Ça me fend le cœur, quoi. Franchement, ça me broie le cœur d'imaginer de manger ça, je peux pas. Je mange pas non plus de lapin. Alors moi, j'adorais le lapin, franchement, j'adore cette viande, mais il se trouve que j'ai une nièce qui a des lapins et je peux pas imaginer manger... Le cheval aussi, j'aime pas. Ah oui, alors cheval, je crois que j'ai jamais mangé du cheval de ma vie, donc c'est presque pour moi impensable. Voilà, ça c'est des limites que je me suis posées et que je respecte. Par amour des animaux. Ouais, par amour des gens aussi qui aiment les animaux. Considération éthique, j'en ai, et en même temps maintenant il y a tellement de pression éthique justement. Pour moi, une éthique, c'est un choix moral qu'on fait en conscience, en prenant en compte plusieurs facteurs et en se disant, bah voilà, dans la complexité d'une situation donnée, ma morale intérieure, ça va être de choisir ce truc-là. Après, quand ça devient une sorte de chose imposée, une norme imposée, là, moi, je sais plus faire, quoi. Je suis mal à l'aise avec ça. Les considérations éthiques, juste pour dire, ah bah, ceux qui font ça sont des méchants, mais ah bah moi, ça compte pas, etc. Enfin, je trouve que l'éthique, elle est aussi une sorte de cohérence entre sa vision du monde et son comportement. Enfin, donc, moi, j'ai quand même l'impression de ce que tu proposes ici, ça a l'air assez éthique, parce que tu fais des options quand même beaucoup végétariennes. À la limite, c'est autant par considération végétarienne que parce que j'aime les légumes et je trouve que c'est une source de goût formidable, quoi. Je trouve ça merveilleux. Moi, je suis émerveillée par les légumes. Donc, je trouve c'est sans fin. Il y a tous les goûts, il y a toutes les textures. Par exemple, le fait de tu cuisines de saison souvent. Ouais. Ça aussi, c'est un peu éthique. Aussi, oui. On fait par souci du goût aussi, peut-être. Parce que les légumes de saison sont meilleurs que les légumes. Alors, d'une part, c'est presque, je me dis, voilà, pour moi, alors il y a des choses, c'est même pas éthique, c'est presque une évidence, quoi. Ouais, mais en fait, tu t'en rends plus compte. Voilà, peut-être. Je me dis, mais pourquoi? Et je pense que les envies du corps, en fait, elles sont aussi un peu connectées avec les saisons. Moi, c'est une époque où on était tout content de manger des fraises en hiver. Enfin, c'était voilà, il y avait un côté un peu luxueux, etc. Maintenant, ça correspond plus à rien, quoi. Tu vois, de dire, t'as pas envie de manger des fraises qui viennent du Chili, qui ont traversé terre entière pour arriver dans ton assiette complètement inerte. J'ai presque l'impression que les aliments, ils ont une identité, si tu veux. Et pour moi, il y a un chemin, quoi. Je pense à toute cette espèce d'énergie. Alors, je crois que c'est presque, je sais pas si c'est animiste ou quoi, hein, moi, mais je me dis, elles contiennent des choses. Ils contiennent de l'imaginaire, ils contiennent de la réalité concrète de leur transport, le coût CO2, etc., de leur couleur. C'est rassemblé dans ce qu'ils sont, dans l'objet fruits ou légumes qu'on mange. Et j'aime bien, moi, établir un rapport avec ça. Pour moi, c'est un élément de dialogue, en fait, un élément d'échange, on va dire plus que de dialogue, parce que je ne parle pas avec mes fruits quand même, mais d'échange. Voilà, il se passe quelque chose. Il y a une circulation de je ne sais pas quoi. Bah, il y a de l'éthique, tant mieux s'il y en a, mais je vais pas non plus. C'est pas la volonté première, en fait. L'éthique, elle va toujours être réductrice par rapport à beaucoup plus qui est en jeu dans la nourriture. L'éthique, elle va dépendre d'une époque. Elle va dépendre d'un petit contexte politique, local, justement local, mais dans le sens parfois étriqué des choses. Moi, si je fais tout un truc sur les fruits et les légumes locaux, machin et tout, c'est aussi parce qu'on peut se le permettre, parce que je suis dans un quartier où les gens ont le pouvoir d'achat pour manger ce qu'ils veulent, avec sans gluten, etc. Je dirais pas la même chose si j'étais dans un autre contexte. Et cet autre contexte, c'est pas pour dire oh là là, pense aux petits pauvres, etc., qui n'ont pas le choix, mais c'est que ce contexte-là, il existe ici et maintenant aussi. Et que moi, quand je fais à manger, je peux pas ignorer ça. Je peux pas me dire que je suis dans une petite bulle, la rue du docteur Roujon, deuxième quartier archi favorisé, et dire bon bah c'est ça le monde. Non, le monde c'est pas ça. Le monde c'est une espèce d'ébullition permanente avec des gens qui sont en train de mourir de faim, d'autres mourir de suralimentation, d'autres qui ont aucun rapport avec la nourriture, qui s'en foutent, qui mangent et puis voilà. Et tout ça, ça fait partie et je l'embrasse en fait. J'ai envie d'embrasser moi toute la globalité de ce truc. Donc ma petite éthique de dire ah bah non, il faut que ça vienne si c'est pas je sais pas quoi pêcher dans une eau bidule chouette, c'est pas bon, et remettre une sorte de diabolisation dans un truc qui est contextuel quoi. Enfin voilà, je veux dire demain il y a la guerre, ou je sais même sans aller dans des extrémités, mais enfin il y a des éthiques et il y a le contexte. Et on a un contexte très favorisé qui permet de se donner des espèces de conscience bien sûr. tout en ignorant toute une part qui est beaucoup plus grave à mon avis d'autres choses qui se passent. Oui, non mais voilà. C'est pas pour du tout et donc moralisateur. Voilà. Oui c'est ça, voilà, c'est que moi je me méfie des gens qui n'ont pas du tout les moyens de faire de l'éthique. Voilà. Mais c'est leur contexte. Bah, ça existe aussi. Oui, bien sûr. Voilà. Non, mais voilà. Du coup, on fait comme on peut déjà. Et l'éthique, elle peut changer aussi. Quoi. Oui. Je pense pas. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens, mais il y a des gens pour qui l'éthique, ça va être justement de donner à manger à leurs enfants comme ils peuvent tous les jours.
Exactement. Et c'est une éthique aussi. Oui. Même si c'est aller chez Lidl acheter du steak haché. C'est une éthique qui vaudra bien la mienne d'aller plutôt choisir des légumes de France, etc. Oui. Et après, il y a des gens qui n'ont pas d'éthique, qui n'ont pas de morale, qui sont cyniques. Et ça, je ne suis pas cynique. Ma ligne de fracture, elle est cynique et pas cynique. Voilà. Si c'est cynique, que ce soit produit localement ou n'importe quoi, je ne veux pas de ça, moi. Mon éthique, ce serait plus d'être dans le non-cynisme par opposition au cynisme. On arrive à la partie de la vidéo sur les questions légères. D'accord. Est-ce que, Sophie, tu es plutôt bec sucré ou salé? On est de goût du sablé, donc on va peut-être être surpris. Eh ben, les deux. Ah, les deux, tu peux pas choisir. Je peux pas choisir. Je sais pas choisir. J'adore le sucre, j'adore tout ce qui est sucré. Vraiment, j'adore le chocolat. Et même pas le super bon chocolat. Hein. J'aime le chocolat au lait en tablette. Voilà. Et j'aime plein de trucs salés aussi. Excuse-moi, t'as grandi en France? J'ai grandi en France. Ouais, je suis arrivée à 2 ans en France. D'accord. Ouais. Donc t'as été baignée dans la culture française. Ouais, totalement. Si je te pose la question plat ou dessert préféré, c'est impossible de répondre pour toi. Bah, je répondrais un plat préféré et un dessert préféré. Oui, ça je peux. Tu peux. Parce que c'est rare les gens qui arrivent à répondre. À ça, je crois vraiment mon dessert préféré devant tout, c'est les îles flottantes. Quand j'étais étudiante, il y avait une pâtisserie qui s'appelait la pâtisserie viennoise, rue de l'école de médecine. Et quand elle me voyait arriver, Léna, elle disait ah, îles flottantes et chocolat chaud. Hein. Je disais, oui. Ça va bien ensemble. Mais ça va très bien ensemble. Plat préféré, moi j'aime les gratins, j'adore ça. J'aime le gratin dauphinois, j'adore le gratin dauphinois. J'aime le gratin endive au jambon, le gratin de chou-fleur. Voilà, je crois que ça c'est vraiment des trucs que j'adore. J'aime les pâtes, j'aime beaucoup les pâtes. Ça fait plusieurs plats préférés. Voilà, j'ai pas le droit d'en dire, j'ai pas dire un seul. Ah ouais. Et c'est des plats que tu mangeais dans ton enfance? Le gratin dauphinois, ouais, j'adore les coquilles Saint-Jacques. Ma mère faisait des coquilles Saint-Jacques, c'était bon. Salade chaklouka aussi, j'adore la salade. Enfin, parce que moi j'aime la salade cuite qui est devenue chaklouka maintenant, mais c'était vraiment le truc que j'adorais quand j'étais. Voilà. Et le couscous. Voilà. Bon, voilà, j'arrête là. Mais tes origines, c'est du Maroc. Maroc, Algérie. Ma mère est née en Algérie, mon père était né au Maroc et en fait. Et est-ce que tu as une citation ou un mantra avec l'alimentation ou avec le corps ou une citation en rapport avec ton mode de vie? Moi, je suis très influencée par ma grand-mère, qui était quelqu'un qui cuisinait, enfin ma grand-mère maternelle, elle cuisinait super bien et j'étais bien proche d'elle. Et c'est vrai que souvent, j'ai l'impression d'avoir une petite voix intérieure de ma grand-mère qui me dit ah trop, pas assez, oh non. Elle disait déjà les quantités. Voilà. Ah, non, pas de quantité de qu'on mange, hein, mais de la manière de doser, d'épicer, etc. Quoi. Donc ça, si tu veux, voilà, j'ai un peu ça, c'est un peu c'est pas un mantra, c'est une sorte de guide, guide intérieur, voilà. C'est elle qui t'a appris à cuisiner? Je sais pas si elle m'a appris, mais je l'ai vue cuisiner et j'ai mangé sa cuisine surtout. Donc elle t'a donné des bases. Elle m'a donné des bases, ouais. Enfin des bases plutôt en termes de goût, quoi. Comme ça, moi je me souviendrai toujours la première fois qu'on m'a appris à incorporer des blancs en neige. Ah oui. Et d'ailleurs, je l'ai reproduit avec ma fille. Moi, c'est mon père en fait qui cuisinait plus que ma mère. Donc, cuisinait pas beaucoup à la maison. Mais on avait fait une mousse au chocolat et il me dit tu vas me mettre les blancs d'œufs. Alors moi je lui mettais. Et puis je m'arrêtais, il me dit attends. Et puis il m'a montré comme ça. Et du coup, c'est une image qui m'est restée. Et là, dernièrement, j'ai refait ça avec ma fille. Ouais. En fait, je lui dis tu vas me mettre les blancs d'œufs et pareil. Elle fait non, il faut bien incorporer, sinon ça va pas me faire une belle mousse. Et il y a des trucs comme ça qui se transmettent. Enfin, c'est des bases de cuisine en fait. Oui, c'est ça, voilà. Il y a beaucoup de gestes en fait. Les gens qui lisent un livre de cuisine, qui n'ont jamais de la vie incorporé les blancs, bah, mine de rien, pour quelqu'un qui cuisine un peu, c'est tout bête. C'est quand même un truc qu'on a appris et finalement je crois que c'est intuitif, mais non, en fait, on l'a vraiment appris quelqu'un. On l'a appris, on l'a vu de quelqu'un. Dans les familles où ils cuisinent pas du tout. Après, ils regardent, ils vont trouver d'autres tuteurs. Il y a YouTube, maintenant, ça, voilà. Et donc toi, je pense que c'est pareil. Alors oui, ma grand-mère et ma mère aussi. Enfin, moi, j'aime beaucoup enfin voilà, on passait beaucoup de temps à la cuisine. C'était un peu le lieu de discuter de tout et tout. Donc, ouais, j'ai vu des gestes, des techniques de base. En fait, tu l'as transmis, t'as un fils, il me semble. J'ai un fils, ouais. Ah oui, lui c'est un gourmand et gourmet et qui mange, qui adore, enfin voilà. Et il aime bien cuisiner aussi. Et il aime cuisiner, ouais. Alors lui, il a aussi un sens de l'assaisonnement. Moi, des fois, je lui fais goûter tout, je dis qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui manque, il y a un truc qui va pas. Il me dit ouais, rajoute ça, et ça tombe toujours dans le mille. Lui, il a une façon il arrive à décomposer. Moi, j'ai plutôt l'impression, un ressenti global, et lui, il va avoir cette capacité à analyser et à trouver ce qui va manquer, etc. Mais ça se ressent pas trop dans ta cuisine.
cuisine, enfin, il n'y a pas les spécialités. Chakuka, typiquement, ça, voilà. Et sinon, tu fais des bibimbap aussi, enfin, tu vas. Ouais, parce que je te dis, voilà, moi, souvent, les voyages, les expériences, ça a été à travers la nourriture. C'est assez Donc, cosmopolite. voilà, oui. T'as pas encore fait des burgers ou des trucs comme ça? J'en ai fait une, il me semble que j'en ai fait une fois. J'ai fait des burgers végétariens, j'avais fait des. Mais j'ai fait, ouais, alors ça, les burgers, il y a tellement de gens qui en font. Il y en a partout, ouais, voilà. Mais la tchachuka, ça devient très à la mode. La tchachuka à fond, mais ouais, alors que moi, quand j'avais commencé, j'allais dire, oh, j'aimerais bien faire les la gens salade savaient pas ce que c'était. Ouais. Mais tant pis, moi, voilà, c'est pas une histoire de mode. Il y a des tendances sur Paris, c'est. Mais parce que c'est un plat qui est bon, qui se mange froid, chaud. Et toi, t'es un peu pionnière parce que en termes de sucré, tu vois, ton chiffon cake, ouais. Il n'y en a pas tant que ça. On n'en trouve pas partout, mais peut-être que dans quelques années, au moins, ça va tu pourras dire peut-être. Le chiffon cake de Sophie, il faut le tester. Quand on vient ici, il n'y en a pas aujourd'hui. Non, j'en ai pas fait aujourd'hui, j'ai fait autre chose. Et il y a les scones aussi, notamment. Je trouve. C'est vraiment les deux trucs pour lesquels les gens me demandent. Les scones et le chiffon cake, c'est la spécialité. Sinon, à chaque fois qu'on vient, il y a des choses différentes. Ouais, parce que j'aime bien changer. Alors, je devrais peut-être des fois me recentrer un peu. Il y a quelques gâteaux comme ça récurrents qui viennent. Moi, personnellement, ça me convient bien. C'est un lieu de quartier, donc c'est aussi le reflet de ce que je suis, ce que j'ai envie, et il faut que ce soit aussi un peu à mon image. C'est ça qui est intéressant. C'est pas grave si c'est pas très reconnaissable, tant pis. Voilà, c'est pas facile. Enfin, je sais que moi, je souffre un peu de pas être identifiable ou réductible à. Les gens me disent, qu'est-ce qu'on mange chez vous? Pour moi, c'est le chiffon cake. Ah bah voilà, ok, bah alors tu vois, voilà. C'est Sophie le chiffon cake. Sophie chiffon cake. Et bah écoute alors. Okay. Et les scones. Ok, bah voilà. Pour moi, c'est ta marque de fabrique. D'accord. Même si elle n'est pas tous les jours là, mais c'est la marque. Voilà. Ah bah écoute. Après, il y a les sablés. Les sablés aussi. Parce que le goût du sablé, c'est toi qui l'as choisi. Alors le goût du sablé, j'ai choisi. Alors c'est toute une histoire. C'est parce qu'en fait, quand j'ai quitté mon ancien travail, j'ai passé une période super dure. La fin de mon boulot, c'était vraiment difficile. Je fais un espèce de burn-out et tout ça. Et je suis restée pendant quelques semaines sans vraiment bouger et à regarder tout. Je me suis tapé toute la filmographie de Ozu et de Kurosawa que j'aimais moins. C'est là que vraiment j'en ai vu, mais vu et revu. Et c'est grâce à ça que j'ai repris goût à la vie. Enfin, je suis revenue dans le monde normal. Et quand j'ai eu l'idée de faire ce endroit, je me suis dit, mais finalement, qu'est-ce qui m'a redonné le goût de vivre? Ça a été Ozu. Ozu, il y a le goût du saké. Et en fait, ça a fait tilt. Je me suis dit, tiens, le goût du saké. Voilà. On apprend beaucoup aujourd'hui sur cette petite adresse. Et j'ai mis dans les toilettes, j'ai mis une petite affiche du goût du saké pour et j'ai mis un petit coin un peu caché pour que voilà, quand les gens ils vont dire ou pas. D'ailleurs, je sais pas s'ils le remarquent, mais donc tu fais un petit repas comme ça après le service du midi. Ouais. Et tu fais un autre repas ou... Ouais, le soir chez moi. Avant le service, non, peut-être? Je prends un petit déjeuner chez moi, du pain et des tartines, un café. Du coup, le midi, tu prends pas de dessert? Non, j'ai pas très envie en fait de dessert. De temps en temps, je prends un sablé. Quand il sort du four, je trouve que quand tu fais de la cuisine comme ça professionnellement, l'odeur devient une sorte d'élément nutritif aussi, quoi. C'est-à-dire que tu te nourris des fois des odeurs. C'est un truc qui est souvent dit par les gens qui cuisinent beaucoup, c'est que tellement ils ont cuisiné, ils ont plus faim. Tu vas te nourrir d'une autre façon. Oui. Tu vas te nourrir par les odeurs, tu vas te nourrir par l'imaginaire que tu vas développer autour du plat que tu fais, des produits eux-mêmes. Tu vas te nourrir, entendons-nous bien, quoi. C'est te nourrir symboliquement, quoi. Et ça n'empêche pas qu'après, moi, je mange le soir. Hein. Je fais pas, je suis pas éthérique. Tu sais, moi, il y a des odeurs qui me mettent en une indigestion. Mais même une odeur, pas une mauvaise odeur. Hein. Des fois, des odeurs qui me retournent. Je sais pas ce qui c'est. Enfin, une odeur d'ail trop forte, etc. Et ça fait exactement la même chose que si j'avais une indigestion. Alors, ça n'est qu'une odeur. Voilà, après que ce soit mon ressenti, c'est une chose. Mais ce serait intéressant de voir ce qui se passe dans le cerveau quand on fait à manger, s'il n'y a pas aussi des... Parce qu'on imagine la personne qui va le manger aussi. Donc on mime aussi le truc, on goûte, on goûte pas des fois, voilà, donc il y a ce truc-là qui se passe aussi. Et c'est vrai que goûter plein de trucs à des moments différents, cru, semi-cuit, cuit, réassaisonné, pas assaisonné, trop assaisonné, recorrigé, ça fait aussi que je pense que le cerveau et le ventre, ils sont un peu soumis aussi à un petit rythme. C'est un petit peu un bombardement en fait d'émotions et de sensations alimentaires, olfactives, etc. Tu vois, donc t'as faim, tu manges, c'est un truc assez binaire, quoi. T'as faim, tu manges, t'as plus faim. Là, nous, on passe par des étapes, on a plein d'étapes intermédiaires qui sont pas forcément coordonnées dans le temps, quoi, si tu veux. C'est les sens en éveil. Voilà. Voilà. Oui, alors là, citation. Une belle citation. Enfin, je sais pas si c'est une citation. Oui. Une phrase, mantra, comme on disait. J'étais étonnée à quel point ça mobilise de capacités. Enfin, je ne dis pas qu'on fait une thèse quand on fait de la cuisine. Hein. D'abord parce qu'on a les mains occupées, on a l'esprit concentré par ce qu'on est en train de faire. Et du coup, c'est vrai que l'intellect aussi, il travaille, même pas forcément en disant est-ce que je mets plus
plus ou moins de sel dans le truc. Mais l'intellect, quoi. Enfin, l'abstraction, la réflexion philosophique. Moi, j'écoute beaucoup de radio, etc. Et du coup, c'est aussi le fait d'avoir le corps occupé, d'avoir l'esprit concentré sur un truc qui est tout à fait matériel, etc. Ça permet aussi des fois de réfléchir à des choses de plus intellectuelles, on va dire, que simplement faire à manger. Bon, écoute, merci beaucoup. Voilà. J'avais repéré, mais cette nouveauté là. Alors ça c'est mon gâteau du moment. Ça s'appelle le crinkle cake. C'est un gâteau apparemment qui a été beaucoup vu sur TikTok. C'est un gâteau qui est fait avec de la pâte philo, qui est à la fois feuilleté, crémeux. Ça peut s'apparenter un peu au baklava, un peu parce qu'il y a ce côté un peu moelleux et en même temps très feuilleté. Et là je l'ai fait aujourd'hui avec du confit de fraise à la tonka. Ça c'est mon mélange. Ça c'est le truc, l'association que j'aime. Fraise tonka. Et du coup il y a de l'amande, non? C'est comment? Non, pas d'amande. Non, c'est vraiment comme un appareil à flan en fait un peu. Ah d'accord, donc c'est de la pâte philo et du flan. Un truc un peu comme ça. Voilà. D'accord. Il y a la cookies. Là, il y a une tarte aux pommes cannelle classique avec ma pâte brisée. Il y a les scones qui sont là. Ça, c'est un gâteau que je fais beaucoup, alors décliné de toutes les façons possibles. C'est un gâteau aux amandes où il n'y a pas de produits laitiers. Là, j'ai mis en plus des graines de chia, fraises et rhubarbe. Et puis il y a les sablés. Les cacahuètes et... Bah, il y a toujours sésame. En fait, j'ai toujours trois parfums. Les trois sont des sablés aux amandes. Donc il y a nature, il y a sésame noir que moi j'adore parce qu'il est marbré, quoi. Enfin, il est complètement. Ouais, il est beau. Voilà. Et il y a le sablé cacahuète aussi, qui est fait avec du beurre de cacahuète avec des morceaux. Donc soit si j'ai un beurre de cacahuète sans morceaux, je casse les petites cacahuètes pour qu'il y ait des morceaux. Je vais prendre crinkle et je vais prendre aussi 2 sablés pour mes filles. D'accord. Le moelleux rhubarbe fraise. Ouais, parfait, super, je te mets ça. On aura un petit gâteau chacun. Merci beaucoup Sophie d'avoir témoigné pour la chaîne. Et ben merci à toi Caroline, c'était un plaisir. Et du coup j'en ai appris plus sur ton salon et sur toi. Bien vu, ouais, hein, je me suis bien livrée. Quel témoignage! Écoute, tant mieux, j'espère. Voilà, c'était sincère et on s'est. Enfin, moi en tout cas, je me suis régalée avec ta quiche. Ouais, merci. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter, à vous abonner. Si vous voulez faire partie de mes invités comme Sophie, vous pouvez me contacter sur Instagram. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir, à bientôt, merci.